Bonjour à tous. Merci d'être venus assister au Quoi de neuf à vendre Afrique et Moyen-Orient. Je suis Marjorie Govinden, membre du collectif Away We Go. Away We Go, c'est donc un collectif de freelance qui sont spécialisés dans le tourisme. Nos expertises sont assez variées, vont de la vente au marketing en passant par la production. Il y a encore bien d'autres domaines. Nous sommes à ce jour 55. Le collectif s'est étoffé récemment. Et nous sommes ravis aujourd'hui d'être là pour vous présenter ce format de conférence Quoi de neuf à vendre. Away We Go est partenaire d'IFTM pour ces conférences qui auront lieu pendant les 3 jours. Donc n'hésitez pas à venir voir les prochaines conférences qui seront animées par les autres membres du collectif. Et pour ma part, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter cette conférence dédiée à l'Afrique et au Moyen-Orient. Donc merci à vous et bienvenue. Je vous propose de commencer et d'accueillir Akilanga, qui est représentée par Mathilde. À toi, Mathilde. Bonjour à tous, donc, je suis Mathilde de Akilanga, réceptif Afrique australe et Afrique de l'Est. D'accord. Plus près du micro. N'hésite pas à parler bien près du micro. Donc, Akilanga, réceptif sur l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Et je suis là aujourd'hui pour vous parler de Quoi de neuf en Tanzanie pour Akilanga. Alors nous sommes lancés l'année dernière sur la construction de nos premiers camps en Tanzanie. Donc nous avons ouvert en toute fin début d'année cette année notre premier camp au Serengeti. Donc on est sur du camp de tente. Se nicher en plein cœur du Serengeti. Nous sommes sur un concept éco-responsable puisqu'il a été entièrement conçu avec des matériaux locaux. Donc on accueille nos clients dans ce camp de 18 tentes où on peut accueillir des couples, des familles, vraiment en plein cœur de la savane, au milieu des animaux. Et donc, on enchaîne là sur la construction du deuxième camp qui va ouvrir en novembre prochain et qui se trouve en plein cœur du parc de Tarangire, donc au milieu des baobabs. Voilà, pour une expérience vraiment en immersion au total, au cœur de la faune et de la savane africaine. Pour une expérience vraiment hors du temps. Merci Mathilde. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que parmi les publics, il y a des personnes qui auraient des questions pour Mathilde ? Oui, le micro arrive. Bonjour madame, on est voisins, nous venons des Comores. Donc je pense qu'entre les Comores et la Tanzanie, il y a quelque chose de similitude qu'on pourra faire ensemble. J'aimerais justement savoir comment vous arriviez à sentir ce nouveau concept par rapport à la population locale tanzanienne. Par rapport à quel concept ? Ce que vous êtes en train de concevoir comme concept. Comment vous apercevez cela par rapport à la population local. Alors, nous, on est complètement intégrés en Tanzanie. Notre bureau et tout notre staff est 100% tanzanien. Donc voilà. Après, il y a une volonté de la Tanzanie de justement développer toujours davantage le tourisme et les infrastructures. Bien sûr, en faisant attention à la protection de l'environnement. Et vous êtes situé exactement au sein de l'ensemble du territoire où vous avez un projet pilote en quelque sorte. Est-ce que vous êtes situé dans des lieux spécifiques ? Nous, on est implanté en Tanzanie. Donc, on a un bureau à Arusha et un bureau à Zanzibar. Et après, nos camps sont intégrés dans les parcs nationaux en Tanzanie. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'on a une deuxième question éventuellement dans le public pour Mathilde d'Akilanga ?
Et une petite question, moi je me posais une question, Mathilde, sur cette dualité peut-être du confort haut de gamme et de l'aspect plus durable d'un point de vue environnement. Comment vous faites pour trouver le bon équilibre entre cette double volonté d'être respectueux sur l'aspect environnemental, mais d'avoir quand même un gros enjeu d'offrir un confort assez luxueux? Tout à fait. J'ai envie de dire c'est assez simple en Tanzanie, puisque on peut tout fabriquer nous-mêmes et localement. Donc là, on offre des camps avec tout le confort d'une chambre d'hôtel classique, c'est-à-dire l'électricité, mais on travaille avec l'énergie solaire. Et des matériaux qui sont locaux. Et au niveau, pareil, donc l'électricité, on a des possibilités de prendre des douches, puisque on utilise l'énergie solaire, donc on a accès à une douche chaude toute la journée. Et ça se fait assez facilement en Tanzanie, puisqu'on a tout construit, hein, les meubles, les lits, on construit tout localement et on peut tout trouver, le matériel, sans avoir d'impact sur l'environnement. Et nos camps sont entièrement démontables, il n'y a pas de structure en ciment, etc. Et donc ça permet d'avoir zéro impact sur l'environnement quand on décide de démonter le camp. Et c'était une volonté vraiment d'Akilanga d'avoir cette structure démontable, ou est-ce que c'est quelque chose qui fait partie du cahier des charges quelque part dans cette région? On peut tout à fait construire des camps en dur ou des camps qu'on appelle semi-permanents. Nous, c'était notre volonté, par rapport au développement du tourisme dans le monde, juste d'être sur un impact minimal sur l'environnement. On est dans des réserves avec une faune sauvage et donc l'idée, c'est justement de préserver toute cette beauté naturelle. Ok, bravo. Merci. Et merci Mathilde. Merci. Je vais passer la parole à Esha, qui nous vient de l'Office de tourisme des Comores et qui va aussi venir présenter sa nouveauté. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je me présente Aïcha Oubeydi, responsable marketing et communication à l'Office national du tourisme des Comores. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit qui vise à faire des Comores la destination phare en termes de tourisme d'aventure. Donc je vous laisse seulement imaginer une randonnée de 84 km où l'on parcourt toute une île en 6 étapes. Donc c'est ce que nous avons initié en septembre 2024. Ça s'appelle la traversée du Karthala, le premier sentier de grande randonnée de Comores. Donc ce n'est pas seulement une simple randonnée, c'est une expérience qui vise à allier culture, aventure et nature. Donc on y vit l'ascension au Karthala, donc le plus grand cratère actif au monde. Il y a la traversée de villages, de forêts luxuriantes. Et il faut savoir que nous sommes préservés du tourisme de masse. Et dans ce qu'on appelle, on est composé de quatre îles, dont les Comores qui est réputée comme étant pour le tourisme d'aventure. Et il faut savoir également que cette randonnée vise à aussi être en immersion avec les communautés locales, parce qu'on y comprend également des nuits en bivouac ou bien un hébergement chez l'habitant. Donc concrètement, on contribue au développement de l'écotourisme, mais également de l'économie à travers les communautés locales. Donc à la suite de cette mission de test, qu'on appelle la traversée du Karthala, qui a été initiée en septembre 2024, on veut dans un premier temps avoir un retour des experts internationaux afin de pouvoir concrétiser d'éventuelles démarches à mettre en œuvre, ne serait-ce que pour la sécurité du sentier, le balisage, l'accessibilité, et suite à cela, le vendre officiellement auprès de partenaires intéressés, d'opérateurs, de tour opérateurs, et en faire des Comores la destination, du moins Ngazidja, la Grande Comore, où a eu lieu la traversée pour un tourisme d'aventure exceptionnel. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Esha. Je montre cette petite photo aussi, peut-être que tu peux nous en parler? Oui. Alors, ça a eu lieu dans un des villages, à Dibouani. Donc, c'était au tout début de l'aventure.
après qu'ils aient traversé le volcan Karthala. Donc on va dire que c'était un moment de pause qui leur a permis de vivre en étroite communauté, enfin, en étroite collaboration avec les communautés. Donc je vous laisse imaginer un accueil rythmique, chaleureux, qui reflète également nos danses traditionnelles, enfin, notre identité. Et bien sûr, ils ont passé également une nuit avec les habitants, ce qui leur permet un peu plus de découvrir notre culture. Bon, je me reprends un peu, mais c'est notre identité commune. Donc voilà, c'est un peu ce qui s'est passé sur cette image. Très bien, ça donne envie. Merci beaucoup, Echa. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions dans le public pour Echa, qui représente l'Office de tourisme des Comores? Fausse alerte. Des personnes qui souhaitaient avoir plus d'informations sur ce que nous a présenté Echa? Et Echa, quelle est la clientèle qui est visée sur ce type de produit? Une clientèle, j'imagine, un peu sportive, mais est-ce qu'on s'adresse vraiment à des grands randonneurs? Est-ce que c'est plus accessible pour une clientèle qui n'a pas forcément une grosse capacité physique? À qui vous adressez avec ce type de produit? Alors, vous avez répondu à la première question en disant que principalement ça s'adresse aux randonneurs. En soi, la traversée du Karthala, c'est un séjour qui comprend une durée de 10 jours. C'est vraiment la traversée complète. Bien évidemment, elle peut être faite de manière partielle. Donc à ce moment-là, bien évidemment, elle touchera un peu plus un autre type de clientèle avec qui on pourra s'adapter et s'accommoder pour pouvoir à la fois découvrir l'île, mais également séjourner avec l'habitant, un peu plus découvrir la communauté locale. Donc il y a 2 volets sur cet aspect-là. Ok, très bien. Merci beaucoup, Echa. Merci à vous. On va continuer, on va rester sur le continent africain, en allant plutôt vers les îles, du côté des Seychelles. Je laisse la parole à Olivier et à Mason's Travel. Merci Marjorie. Donc, moi c'est Olivier, donc je travaille pour le réceptif Mason's Travel, donc une agence historique sur la destination. Et notre nouveauté, en fait, elle s'adresse à tous les clients de plus en plus nombreux qui sont avides d'explorer les Seychelles, mais de façon un petit peu différente, aller au-delà de l'image traditionnelle du lagon turquoise, des plages de sable blanc et des excursions classiques qui vont leur permettre de découvrir la fameuse place dans Source d'Argent, ou la vallée de Nez à Pralin, ou encore la capitale Victoria de Mahé. Donc on est parti de l'idée justement de ces fameuses expériences que les clients souhaitent vivre à travers leur voyage, expériences un peu différenciantes, et autant d'expériences que les clients demandent, mais auxquelles les agences ont souvent un petit peu de mal à répondre. Donc on a cherché de nouveaux sites, de nouvelles activités, de nouvelles choses à faire et à découvrir. Donc parmi lesquelles on peut citer donc, un centre de biodiversité sur l'île de Mahé, des nouveaux chemins de randonnée à thématiques, par exemple ornithologiques, aller à la recherche de cascades et de sources d'eau naturelles, aller dans des jardins privés qui sont créés par des passionnés sur la botanique et qui donc organisent justement ces visites, une ferme de manioc, une plantation de manioc donc, sur Mahé, enfin plein de nouveautés qui permettent de découvrir la destination vraiment de façon très différente. Et donc pour aider les agences à mettre en avant ces activités qui sont encore méconnues de la destination, on a créé un outil tout simple, un petit guide qui les regroupe. Donc on a fait des suggestions d'ordre thématique. Donc, et puis, donc à la fois la nouveauté, elle est sur la destination et sur ces nouvelles activités, mais également sur cet outil qui est mis en place pour les agences pour les aider à faire découvrir une destination que l'on connaît un peu trop souvent, et je ne dis pas que c'est pas bien, sous le prisme des plages de sable blanc et des lagons turquoises. Merci Olivier. Est-ce qu'il y a des questions dans le public
pour Olivier sur les Seychelles et sur ces expériences authentiques. Ne soyez pas timide. Pas de questions particulières. Moi, j'avais une petite question, Olivier, pour toi. Donc, tu nous as décrit quelques-unes des expériences qui peuvent convenir à une clientèle qui cherche peut-être une expérience un peu différente, hors plage, et qui est plutôt en quête d'authenticité. Si tu devais en choisir une, ce serait laquelle? Ce qui est souvent pas assez connu sur les Seychelles, c'est le fait que c'est un terrain de randonnée qui est avec des chemins de randonnée assez variés, avec des niveaux de difficulté très différents, donc qui peuvent être faits à la journée, en demi-journée, et qui peuvent être faits bien sûr avec des guides locaux qui sont aussi souvent des guides naturalistes qui vont venir expliquer tout ce qu'on ne voit pas si on le fait tout seul. Et je sais qu'il y a des milliers de choses à côté desquelles on passe lorsqu'on se promène sur les différents chemins de randonnée sur les Seychelles, qui sont une destination avec beaucoup de relief. Donc oui, s'il y en avait une que je retiendrais, évidemment, ça serait avant tout celle-ci. Merci beaucoup, Olivier. On va continuer, on va revenir sur le continent africain avec la Tunisie. Et je laisse la parole à Rabia, qui va nous parler de ses produits et qui vient de la Fédération du tourisme authentique Destination Dahar. Bienvenue à toi. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente Rabia Haïb, la directrice exécutive de la Fédération Tourisme Authentique Destination Dahar. La destination Dahar, c'est une destination touristique durable. Aujourd'hui, avec une grande fierté, je vais partager avec vous et présenter quoi de neuf dans cette destination durable. Le Dahar, au sud-est de la Tunisie, c'est une destination connue Green Destination, labellisée Green Destination, grâce à son engagement durable. Nous proposons dans cette destination différents services touristiques ou offres touristiques, à laquelle je peux citer les hébergements insolites à la base. Ce sont tous que ce soit des maisons troglodytiques, des gîtes ruraux, et aussi des maisons d'hôtes éco-construites. Aussi, on offre ou on propose et on promouvoir des ateliers ou des expériences immersives avec les habitants. Et ça sera directement avec les habitants. Et ici, on veut valoriser surtout le patrimoine de cette communauté-là à travers des ateliers d'artisanat, des culinaires et surtout alentour du patrimoine amazigh, parce que cette région est connue par cette culture-là. Et aussi pour ceux qui aiment l'aventure, aussi on propose des grandes aventures en pleine nature. Et on a la grande traversée de Dahar. C'est un parcours de randonnée sur 194 km à travers tous les paysages spectaculaires et des villages authentiques. C'est-à-dire, vous passez toute la destination de Dahar. En même temps, vous faisiez le sport, la randonnée, et aussi vous aurez l'occasion de voir toute cette culture-là. Et notre vision est très simple. Offrir un tourisme responsable qui valorise le patrimoine et ses communautés. Ça, c'est notre vision. Et j'aimerais bien exposer une vidéo, mais malheureusement, je n'ai pas pu le faire pour voir et savoir. Ce sera l'occasion de revenir. Oui, c'est ça. C'est ça, je pense que oui. Mais je serai disponible pour toutes ces 3 journées de salon au stand de la Tunisie, le T052. Bienvenue pour tout le monde. Je suis à votre disposition pour toute autre information utile ou complémentaire. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Rabia. L'invitation est lancée. Est-ce que vous avez des questions pour Rabia sur cette destination Dahar et cette nouvelle approche?
J'ai vraiment une question cette fois-ci. Bonjour et merci beaucoup pour votre présentation. Ma question, donc, vous mentionnez la création d'activités immersives, authentiques, des ateliers d'artisanat avec la communauté locale. Donc, comment ce type d'expérience est accueilli par les habitants? Est-ce que ce type d'expérience est très bien accueilli? Est-ce qu'ils ont envie de vraiment démontrer tout leur art, leur artisanat, etc. Comment ça se passe en fait avec les habitants et la communauté locale? Oui, elle est bien organisée. Ils sont très, très sensibilisés dans ce sens-là. Ils sont formés comment exposer ça, comment montrer ça et comment surtout accueillir quelqu'un chez vous. Parce que toutes les œuvres qu'on donne dans la destination, ce sont des rencontres directes. Le visiteur, il peut être individuel, il peut être avec une agence, mais le plus essentiel, il sera directement avec l'habitant. Et ici, on a fait un grand pas dans la formation à ce niveau-là, sur tous les niveaux, que ce soit l'hébergement ou autre, même surtout la communication. Et grâce à ça, on a arrivé à garantir un minimum de bon accueil, si on peut le dire, ou de satisfaction des visiteurs dans ce genre d'ateliers ou des expériences immersives. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Rabia. Je rappelle le numéro du stand, effectivement, qui est affiché ici. Si vous voulez voir d'autres supports de présentation et notamment ta vidéo, n'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Rabia. On va rester en Tunisie. Je vais laisser la parole à Zeyneb qui va nous parler d'une nouvelle initiative sous les couleurs de l'aventurier. Alors bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Zeyneb et j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui l'aventurier, une initiative. Je m'appelle Zeyneb et j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui l'aventurier, une initiative née dans le sud de la Tunisie, plus précisément à Djerba. Alors l'aventurier, c'est avant tout l'histoire personnelle du fondateur, Saïf Ben Hlel, qui est un professionnel du domaine du tourisme, mais aussi un passionné du trail et de la nature. Il a transformé son amour pour le sport outdoor en une nouvelle vision du voyage, plus responsable, plus... Est-ce que tu veux qu'on lance la vidéo un petit peu plus tard? Oui, allez. Merci. On va te laisser parler, on va commencer par toi. Donc le fondateur a transformé son amour pour le sport outdoor en une nouvelle vision du voyage qui est beaucoup plus responsable, beaucoup plus active et humaine. Notre mission est claire, c'est de proposer une alternative au tourisme de masse. Donc nous créons des aventures, des expériences immersives qui allient sport, culture et rencontres humaines, toujours dans le respect de l'environnement, mais aussi des communautés locales. Djerba, qui a été récemment inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, est notre terrain d'aventure principal. Comme vous allez voir sur la vidéo, nous proposons des expériences nous proposons en fait de découvrir la région autrement, donc loin des sentiers battus. Par exemple, on vous emmène en randonnée à l'île des Flamands Roses. On part aussi à vélo découvrir les villages djerbiens, le mode de vie djerbien, l'architecture unique. On propose aussi des circuits culinaires, des sorties culturelles et des rencontres avec les habitants et les artisans. Et on clôture toujours nos sorties avec un ravitaillement local, mais aussi des sessions de plugging pour rendre à Mère Nature ce qu'elle nous offre, en fait. Belle philosophie. Oui, merci. Et on propose aussi des expériences sur mesure, mais nous lançons cette année tout un nouveau concept qui s'appelle Binge-Wed. C'est un trail culturel inédit qui va relayer sport, mémoire, mais aussi le patrimoine vivant de Djerba, avec un éco-village vivant toute la journée et un jeu culturel connecté. Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez nous retrouver aussi au stand de la Tunisie, T052. Merci. On va lancer ta vidéo, Zeyneb aussi. Merci.
inspirant. Est-ce que vous avez des questions pour Zeynep dans le public? Une question? Je ne sais pas si... Merci. J'aimerais justement savoir, est-ce que ce projet est pris par le pouvoir central ou bien les autorités locales élues vous encouragent? Alors, je crois que j'ai pas... Est-ce que vous pouvez répéter la question? Est-ce que vous pouvez préciser votre question? Oui. Par rapport à la vidéo, Oui, nous voyons une initiative lancée. oui. Il y a le pouvoir au niveau de la Tunisie, bien sûr central. Est-ce que, j'aimerais savoir, est-ce que ce projet, les autorités locales au niveau des localités vous accompagnent pour sa réalisation? Alors, on est... bon, de toute façon, tout ce qui est activité, tout ce qu'on fait se fait dans le cadre des communautés locales et les autorités locales. On travaille toujours avec les acteurs locaux, donc ça va être des artisans, des associations, des coopératives djerbiennes ou tunisiennes. Donc, oui. C'est du tourisme solidaire alors, si Ah j'ai oui, bien compris. absolument. Merci. De toute façon, le but de tout ça n'est pas réellement... le but de l'aventurier, il va au-delà de juste vendre, mais l'idée, c'est aussi d'avoir ce profit aux communautés locales et de connecter les gens. C'est un peu comme le Cartala, je pense. Oui. Merci. On a une deuxième question juste derrière vous. Merci. Et du coup, en tout cas, c'est super intéressant comme projet. Mais vous le voyez comment en fait destiné à du B2C directement? Est-ce que vous pensez en vendre une partie comme, je dirais, activité à des tours opérateurs? À qui vous vous adressez avec ce produit? Alors, on fait principalement du B2C. Ensuite, en ce qui est B2B, par exemple, on propose des séjours corporate et aussi des séjours sportifs. Séjours sportifs, c'est-à-dire par exemple des séjours retreat pour les boxeurs. Ils peuvent venir bénéficier de 10 jours où ils peuvent faire du trail, ils peuvent faire du vélo, mais aussi s'entraîner dans un centre partenaire de boxe. Ensuite, sur notre plateforme, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais notre plateforme Go Adventure, et en fait, c'est le pont. On fait en fait le pont entre les voyageurs en quête de sens et les acteurs locaux, et donc artisans, et etc., pour relier tout ça. Merci. Merci beaucoup Zeynep. Merci à vous. Et bonne continuation. On va se diriger vers l'Égypte et c'est Karine qui va nous présenter sa petite pépite égyptienne. On embarque avec toi. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de présenter mon dernier projet qui est un bateau sur le Nil qu'on appelle une dahabeya. C'est un bateau à voile qui s'appelle Nile Divine. C'est un bateau de 8 chambres qui promouvoit beaucoup les artisans et le style artistique égyptien. D'ailleurs, tous les matériaux sur ce bateau proviennent de l'Égypte. Vous trouverez du travertin, de l'alabâtre et beaucoup de choses. Un des points forts de ce bateau, c'est qu'il y a une collaboration artistique avec un artiste très connu de la région de Luxor qui dessine les figures pharaoniques d'une interprétation moderne. Encore une fois, ce bateau se catégorise différemment car nous avons un spa à bord et c'est un produit de luxe qui possède un sauna, un hammam, un jacuzzi, 2 chambres de massage ainsi que 2 ponts solarium, dont un avec une salle à manger extérieure, une autre intérieure. Et un petit atout aussi sur ce bateau, c'est que chaque chambre représente un symbole pharaonique, donc les chambres ne sont pas numérotées. Bien au contraire, chacune représente un élément que vous allez trouver dans les temples pharaoniques et sur les chaises à dîner à bord de ce bateau, ainsi que 4 grands lits pour se relaxer, détendre, lire un livre et en profiter de la beauté de Luxor et Assouan sur le Nil. Merci. Merci beaucoup, Karine. Donc une approche artistique et artisanale intéressante sur ce bateau. Est-ce que vous avez des questions pour Karine ?
et son nouveau bateau égyptien. Pas de questions particulières. Moi, j'avais une petite question pour toi, notamment sur. Donc, on a bien compris l'approche extrêmement artistique et artisanale, même qui est présente sur le bateau. Est-ce que tu proposes, dans ton expérience globale, de continuer cette aventure sur les escales de la croisière? Tout à fait. Et comment tu fais? On propose deux trucs qui sont très différents. Alors, nager dans le Nil. Personne n'a jamais nagé dans le Nil auparavant. Donc, il existe un endroit où on peut nager dans le Nil, vers l'Aswan. L'eau, elle est très propre. Et le deuxième, c'est de faire un pique-nique sur une des îles au bord du Nil. Donc oui, c'est une expérience immersive qui continue à l'extérieur du bateau et qui se reflète aussi intérieurement. D'accord. Et tu travailles en collaboration avec des acteurs locaux pour organiser ces escales, ou est-ce que c'est ta propre équipe? En fait, on est un DMC basé en Égypte. Nous sommes sur le Nil, ça fait 40 ans. Ça, c'est notre nouveau produit. Donc, on travaille bien sûr avec les locaux de Luxor pour promouvoir les petites pépites. Et pour ne pas trop les brûler, on les consacre seulement à notre produit. C'est spécial, c'est pas pour n'importe quel bateau. C'est vraiment avec ce genre de bateau. D'accord. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Karine. Merci infiniment. Merci. On va changer de zone. On va plutôt se diriger vers le Moyen-Orient. Et je vais laisser la parole à Élise, qui va nous parler de Jordanie, avec l'Office de tourisme de la Jordanie. À toi de jouer. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Élise, je travaille pour la société MNO en charge plus particulièrement de la représentation de l'Office de tourisme de la Jordanie. Et aujourd'hui, je suis venue vous parler du renouveau de la Jordanie, ou en tout cas de l'agritourisme, qui est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête quand on parle de la Jordanie. C'est vrai que la Jordanie, on voit ça comme une destination très culturelle, où les vieilles pierres vont murmurer un petit peu à l'oreille des aficionados d'art, de culture et d'histoire. Mais il faut bien se rendre compte en fait que toute la partie nord notamment de la Jordanie est irriguée par le Jourdain et le lac de Tibériade un petit peu plus haut, et que donc on a toute cette partie du nord de la Jordanie qui est une destination qui est très verte, dans laquelle on va retrouver notamment beaucoup de possibilités de fermes agricoles où les clients vont pouvoir se confronter, on va dire, et aller à la rencontre des populations. C'est aussi un nouveau regard pour le coup sur la destination, parce qu'on va vraiment, comme mes camarades un peu, et je pense que c'est un petit peu le but de toutes les expériences que l'on propose, pouvoir aller à la rencontre des gens, aller à la rencontre des locaux. La Jordanie, c'est vrai qu'on est un pays qui est réputé pour avoir un accueil extrêmement chaleureux, ce qui va également se retrouver dans toutes les activités que l'on va pouvoir proposer. Donc nous, en tant que Jordan Tourism Board, donc en tant qu'office de tourisme de la Jordanie, on répertorie le maximum d'activités qu'il est possible de faire sur le territoire, sachant qu'à l'heure actuelle, on a plus d'une quarantaine d'expériences qui sont recensées. Donc on en voit quelques-unes ici. Donc effectivement, ce sont des expériences qui vont vraiment être ancrées dans la vie des gens. On va vraiment aller au contact. Là, vous avez par exemple Baraka Destination qui va se trouver dans le nord, du côté de Kaïs, où à 500 mètres d'un site historique majeur, on a la possibilité d'aller avec les apiculteurs à la récolte, enfin à la découverte de l'apiculture, pour aller voir le miel, pour aller voir comment on fait pour récolter le miel. Je pense que Marie, tu peux juste changer. Voilà, et je vous en ai mis quelques-unes, effectivement quelques autres, comme par exemple vous allez avoir du côté de Amman, alors c'est nouveau dans le sens où elle rajoute des activités un petit peu tous les ans, mais c'est une communauté de femmes, Irak Al-Amir, qui se situe juste à l'entrée de Amman. Vous avez 150 femmes qui vont proposer à vos clients des activités. Alors ça peut aller de tout, ça peut aller de la poterie, on peut apprendre à faire du tissage, on peut apprendre à faire à manger les plats emblématiques de la Jordanie, comme le plat traditionnel, le mansaf. Donc il y a vraiment une foultitude d'activités qui sont proposées par ces différentes communautés. Et puis bien évidemment, quand on va redescendre vers le sud de la Jordanie, on va retrouver d'autres activités. Donc on en a 40 que je vous invite à venir découvrir sur le centre de la Jordanie. Pour information, on est sur des groupes généralement qui oscillent entre 1 et 10 personnes pour vraiment pouvoir avoir cette cohésion et cette interaction avec les communautés locales. Et en termes de tarifs, si ça doit vous donner une petite idée, on est sur une base entre 20 et 130 euros par activité, par personne, suivant l'activité.
Voilà pour nous, pour la Jordanie. Et je vous invite donc à venir me voir avec tous les membres en R052. Bien Voilà. Merci beaucoup, Élise. Avons-nous des questions à Élise et l'Office de tourisme de la Jordanie? Je me pose une question, Élise, du coup. Est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact de ces initiatives sur la population locale, sur les locaux, et comment vous faites pour le mesurer, cet impact? Alors, déjà, on le mesure, je suppose, au sourire des gens quand ils sortent. C'est le premier facteur. C'est le premier facteur. J'ai pour habitude de dire que quand vous demandez à quelqu'un ce qu'il a retenu de la Jordanie, la première chose qu'il va vous dire, c'est les gens et l'accueil chaleureux des gens et la rencontre avec les Jordaniens. Donc déjà, pour nous, c'est vraiment un signe qu'on a réussi notre pari en proposant ce type d'activité. Après, la deuxième chose que l'on peut voir, c'est notamment, par exemple, sur Irak Al-Amir, au fur et à mesure, elles ont ajouté des expériences à faire avec vos clients et avec les touristes, ce qui montre et ce qui démontre en l'occurrence qu'il y a une demande. Donc ça leur permet aussi, parce que sur beaucoup de ces coopératives sont tenues et maintenues par des femmes, donc ça leur apporte aussi des revenus et de l'émancipation. Donc c'est aussi à ce genre de chiffres, on va dire, plus chiffrés, que l'on voit le succès de ce genre d'opération. D'accord, voilà. Très bien, merci. Et j'ai une deuxième question pour toi. Est-ce que ces expériences s'adressent plutôt à une clientèle de voyageurs qui découvrent la Jordanie pour la première fois, ou est-ce que ça s'adresse à une clientèle un peu plus avertie sur un deuxième voyage, qui a envie de découvrir autre chose? Non, je pense que vraiment on a des expériences pour tout type de clients. On va avoir effectivement des choses qui sont très spécifiques, mais après, par exemple, juste aller à la découverte des abeilles et de l'apiculture d'une manière générale, ça peut totalement s'adresser à n'importe quel type de client qui se trouverait du côté de Oumkaïs, par exemple, ou sur Irak Al-Amir et dans la coopérative de femmes, faire à manger. En fait, c'est plus, on va dire, en fonction des thématiques et de ce que les clients vont rechercher comme type d'expérience. Il n'y a pas besoin d'être sur un premier ou un second voyage. Je pense que dès le premier voyage, de toute façon, on est subjugué et par les gens et par la culture, et on ne fait que revenir. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Élise. Et enfin, je vais passer la parole à une autre Élise qui va nous parler d'Oman, avec sa casquette de l'Office de tourisme d'Oman. Merci Marjorie. Bonjour à tous, donc je suis Élise de l'agence Article 11. Nous sommes le bureau de représentation du Sultanat d'Oman sur le marché français, suisse et belge. Aujourd'hui, je vais vous présenter nos dernières nouveautés hôtelières principalement. Tout d'abord avec les établissements qui ont ouvert en 2024, donc l'année dernière. Nous avons eu deux beaux établissements qui ont ouvert sur Mascate, donc la capitale d'Oman, avec le Mandarin oriental et le Saint-Régis. Et puis un très bel établissement dans les montagnes, puisqu'il faut savoir qu'une grande partie du territoire omanais est montagneux, et donc nous avons dans les montagnes que nous appelons Jabal Akdar l'hôtel Indigo qui a ouvert l'année dernière et qui a une vue exceptionnelle sur les montagnes. À venir prochainement, que ce soit dès l'année prochaine ou un peu plus tard, des établissements de chaîne internationale tels que Anantara qui ouvrira à Mascate, qui a déjà deux établissements au Sultanat d'Oman, également Nikki Beach et le Four Seasons à Mascate, et puis pour le marché français, très important, le Club Med qui s'implantera dans la région du Musandam, au nord d'Oman, dès 2027. En termes de nouveautés touristiques, nous avons l'Oman Botanic Garden qui devrait ouvrir d'ici la fin de l'année ou début 2026 et qui mettra en avant toutes les espèces naturelles, végétales que propose le Sultanat d'Oman et comment elles sont utilisées et cultivées par les Omanais. Et tout ça, bien évidemment, sans oublier les incontournables de la destination que sont les wadis, le désert, et bien sûr la capitale et les montagnes. Merci beaucoup Élise. Avons-nous des questions dans le public pour cette dernière intervention? Pas
pas de questions particulières. Je voulais te revenir peut-être sur les ouvertures d'hôtels qui sont prévues pour 2025, 2026, 2027. Est-ce qu'il y a une stratégie de développement de tourisme durable à Oman dans laquelle s'intègrent en fait ces ouvertures d'hôtels, mais de façon générale les différentes initiatives qui peuvent naître sur le plan touristique? Bien que ce soit pour la plupart des grandes chaînes hôtelières, il y a vraiment un investissement et une volonté de respect de l'environnement et aussi d'intégration de la population locale et de l'histoire d'Oman. Il faut savoir que l'Office du tourisme d'Oman, le ministère s'appelle Ministry of Heritage and Tourism et pas seulement Tourism. Donc la volonté vraiment du ministère, c'est de respecter et de faire transmettre les traditions du pays et pas simplement de faire découvrir touristiquement une destination. Ok, très bien. Merci beaucoup, Élise. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. On a une audience féminine maintenant. Merci à vous pour votre participation et merci de nous avoir écoutés. Très bon salon à vous tous et merci à vous. Et n'hésitez pas à aller rendre visite à toutes ces dames sur leur stand respectif. Merci, très bon salon à vous.